Madame la Présidente, mes chers collègues, nous voici donc débattre d'un sujet essentiel pour notre région, d'un sujet d'ailleurs qui a beaucoup agité la campagne électorale et on comprend bien pourquoi. Et nous sommes évidemment très heureux de pouvoir en débattre et j'ai bien entendu tout ce qui a été dit jusqu'à présent à ce sujet, au sujet donc de principalement cette ligne nouvelle Montpellier-Perpignan dont je traiterai en priorité. Et je dois dire que par rapport aux mots que j'ai entendus à l'instant, à titre de présentation, sur finalement cette politique ambitieuse, sur l'engagement très fort que vous avez eu sur ce sujet, je parle principalement de cette ligne nouvelle Montpellier-Perpignan, je dois dire qu'il n'en est rien. Et je dirais, et je vais m'exprimer en ce sens. Néanmoins, je tiens à vous dire aussi que nous voterons, le groupe Rassemblement National, nous voterons pour donc les 4 rapports que vous nous présentez. Et d'ailleurs, je dois dire que sur ces sujets, le Rassemblement national, je dirais d'une façon générale et historique, est bien sûr favorable à tout ce qui peut entraîner une amélioration de la mobilité, et notamment des lignes, bien sûr, à grande vitesse. Alors, ceci étant dit, je me dois de replacer un peu les choses telles qu'elles sont. Car, en fait, la ligne Montpellier-Perpignan est attendue depuis très longtemps. C'est au début des années 80, finalement, que tout ceci est lancé. Et quand j'examine les rapports qui nous sont présentés, je m'aperçois, bien entendu, que nous avons un délai qui va très loin, puisque nous sommes, notamment pour la ligne jusqu'à Béziers, nous avons un horizon qui se situe en 2040. Donc, si je compte bien, entre donc les années 80 et 2040, nous avons 60 ans qui vont s'écouler. Ce qui est quand même assez extraordinaire, compte tenu donc de l'intérêt majeur pour l'Occitanie de ce projet. Je rappelle également d'ailleurs qu'en ce qui concerne les lignes à grande vitesse sur cette région Occitanie, elles sont d'un kilométrage ridicule, comparé donc à, disons, des comparaisons à faire avec toutes les autres régions de France. Elles se situent même dans la dernière par rapport au réseau ferré actuellement à grande vitesse qui se situe donc en Occitanie. Donc nous avons, par rapport à ce projet qui est, paraît-il, ambitieux, où vous avez manifesté un engagement très fort, nous avons en fait beaucoup de déceptions. Une déception d'ailleurs parce que quand on voit les efforts qui ont été faits par nos voisins espagnols, qui eux ont été dans des délais beaucoup plus, je dirais, raisonnables et rapides surtout, puisqu'ils ont déjà rempli dès 2013 leur mission d'amener le TGV donc jusqu'à la frontière, finalement en beaucoup moins de temps que l'écoulement de ce dossier, puisque nous sommes toujours à la traîne. Il est quand même assez inconcevable de voir que l'Espagne a réalisé son projet et que nous sommes toujours, excusez-moi le terme, en stand-by, à l'arrêt. Alors, la faute à qui? Bien entendu, à tous ceux qui se sont succédés jusque-là, d'ailleurs au niveau de l'État, au niveau aussi de la région, qui n'ont pas accordé, à mon sens, l'importance qu'il aurait fallu donner à un tel sujet. Je ne reprends pas tout l'historique, effectivement, de cela. Je voudrais quand même, peut-être qu'on nous explique un jour pourquoi, j'espère que l'histoire nous le dira plus tard, mais pourquoi il se fait et comment il se fait que sur un tel sujet, tous les obstacles, le manque de volonté font que peut-être, dans les années 2040, cette affaire sera traitée, véritablement terminée. Donc je ne sais pas pour l'instant, car je rappelle que nous sommes dans une phase préalable donc, à la déclaration d'utilité publique. Nous sommes simplement dans des déclarations finalement d'intention, certes qui sont importantes, mais qui ne sont pas du tout suffisantes. Alors je me rappelle quand même aussi que certaines personnalités ont voulu relancer ce sujet, et je pense notamment à Louis Alliot, le maire de Perpignan, qui avait justement, dès l'entrée en fonction pour son mandat de maire, avait interpellé le Premier ministre sur ce sujet. Le Premier ministre, d'ailleurs, qui, donc sur le grand projet ferroviaire du Sud-Ouest, sur l'autre projet, qui lui est beaucoup plus évolué, vous a donné, excusez-moi du terme, mais un sacré coup de pouce juste avant donc, les élections, puisqu'il s'était prononcé, mais sur ce projet. Alors que le projet concernant la ligne Montpellier-Perpignan, ce projet était toujours finalement en attente. Alors nous envoyons le début d'un commencement de débat
aujourd'hui. Alors M. Castex s'est engagé, suite à l'interpellation qu'il a eue de Louis Alliot, je cite, à mettre toute son énergie à le faire avancer, le projet, à une vitesse supérieure. Ah, c'est sûr qu'on est allé jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, on est allé à une vitesse d'escargot, si je puis dire. Mais là, on va aller à une vitesse supérieure, et je vous cite, c'était le 8 juillet 2020 que Louis Alliot l'avait interpellé. Alors c'est vrai que le dossier a redémarré, nous sommes sur un protocole d'intention, nous sommes sur des projets de financement. Il s'agit donc de compléter la phase numéro 1, notamment qui concerne la section de ligne reliant Montpellier à Béziers à l'horizon 2030. La réalisation de la phase 2, c'est Béziers-Perpignan qui est désormais renvoyée à l'horizon 2040. En fait, la région Occitanie n'a pas donné une priorité à cette ligne nouvelle, et n'ayant pas donné une priorité à cette ligne nouvelle, eh bien, le gouvernement précédent en fait de même. C'est-à-dire, il y a eu une inertie, je dirais, négative, du côté de la région et du côté de l'État, puisqu'au niveau de la région, on ne faisait pas le nécessaire. Donc les gouvernements préalables de M. Hollande, auquel d'ailleurs vous apparteniez, Madame la Présidente, et le gouvernement donc, de M. Macron ont profité en quelque sorte du non-choix qui a été fait jusque-là pour finalement ne pas accélérer, même participer au retard qu'il y a dans cette nouvelle ligne, donc Montpellier-Perpignan. Donc le protocole de financement, c'est un protocole d'intention, je l'ai dit. Donc j'ai indiqué qu'il s'agissait bien sûr, au contraire de ce qui a été dit en introduction, d'un manque total donc d'ambition. Et je considère également que le montage, enfin le début du montage financier qu'on tend à nous faire accepter, ne sont pas suffisants. Je considère qu'en ce qui concerne le montant, la participation de l'Union européenne, il devrait être demandé une participation beaucoup plus importante que celle qui a été demandée. L'Union européenne peut naturellement participer à une hauteur bien supérieure que celle qui est prévue. Elle peut aller même jusqu'à 50%. On est dans un mécanisme dédié, on est dans une interconnexion européenne. Inutile de revenir sur tous ces sujets et de l'utilité de ce projet, naturellement, sur l'axe nord-sud, est-ouest européen vers la péninsule ibérique. Donc il y a la possibilité de faire financer davantage l'Union européenne. Alors devant cette inertie, la totalité, je dirais, de cette inertie, nous avons pris la décision, notre groupe a pris la décision donc d'interpeller à nouveau le Premier ministre. C'est la raison pour laquelle nous venons de lui envoyer un courrier qui détaille donc les engagements que l'État doit continuer de prendre et doit effectivement, auquel il doit bien sûr persévérer en termes donc d'un engagement et une participation accrue des charges financières au niveau européen, je viens de le dire, et au niveau du calendrier. Parce que bien sûr, je viens de le rappeler, l'État doit absolument donc aller de l'avant sur ce sujet. Nous espérons bien sûr que le Premier ministre tiendra compte de notre lettre qui est très détaillée et bien sûr que vous aurez en copie. Elle est partie ce matin. Je voulais également indiquer qu'en ce qui concerne ce montage financier, eh bien, il y a en fait une double imposition du contribuable régional. Et ceci est scandaleux. Double imposition, sorte, je dirais, de double peine, parce que effectivement, comme la participation financière donc des autres intervenants est à notre sens pas suffisante, celle de l'Union européenne et celle de l'État, eh bien tout ceci retombe bien sûr sur le contribuable de la région Occitanie, qui va être donc imposé à la fois comme habitant de la région et une autre fois de façon cumulative, donc comme habitant d'un département, d'une agglomération ou d'une commune. Cette double imposition, elle est très lourde à supporter pour nos concitoyens qui sont déjà dans des situations évidemment très, très, très difficiles. Nous le savons tous. Donc, raison pour laquelle je pense que ce sujet qui traîne en longueur risque de devenir à force un des grands scandales qui risque d'affecter donc votre présidence, Madame donc Delga, raison pour laquelle je souhaitais absolument peut-être revenir, et même certainement à la réalité d'une situation, plutôt que de se gargariser avec des discours de bonnes intentions, voyant les choses telles qu'elles sont. Je viens de le démontrer, je pense. Merci.